Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous vivons dans une société en pleine mutation, avec des réalités qu'on ne peut plus ignorer et qui nous imposent d'impérativement changer. Il y a bien sûr le réchauffement climatique, évidemment il y a la montée des extrémismes, il y a la raréfaction des ressources et des matières premières, il y a les inégalités, il y a la pollution des sols, des océans, bien sûr, de l'air, mais aussi la fracture entre politiques et citoyens, le chômage, et puis la montée de la société individualiste, on en a parlé tout à l'heure, et j'en passe. Dans ce contexte, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, ceux qui se mettent en mode autruche, qui attendent que ça se passe, qui font comme si de rien n'était en attendant, je pense, de se prendre le mur. Et puis il y a ceux comme moi qui voient le verre à moitié plein. Pour nous, la crise est l'occasion rêvée de passer à autre chose et de changer notre modèle de société. Pour nous, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, celui de l'exploitation irresponsable des matières premières et des ressources de notre planète, mais aussi des êtres vivants qui vivent dessus, afin d'alimenter un modèle de croissance infini qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Pour nous, il y a des tonnes de raisons de penser qu'on vit une époque formidable et qu'on peut changer la donne. En plus, dans un contexte actuel où les événements tragiques récents montrent qu'on est prêt à se mobiliser et de s'unir pour construire ensemble un autre monde. Alors ma question, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il faut qu'on attende une nouvelle catastrophe ? Pour nous, les optimistes, c'est le moment de construire ensemble une nouvelle histoire, un nouveau récit collectif. Et dans le collectif, il y a une somme d'individus. Et c'est le moment de parler de moi quelques minutes. Dans mon enfance, j'étais profondément marqué et influencé par des beaux récits, des belles histoires, des épopées, des voyages. Et je n'ai de cesse aujourd'hui de me demander comment je peux le transposer dans le monde d'aujourd'hui. Vous allez peut-être rigoler, mais j'ai été très influencé par un dessin animé qui s'appelle « Il était une fois la vie », avec un grand personnage avec une grande barbe blanche qui vous explique comment fonctionne le corps humain, avec sa brigade d'anticorps, les méchants virus, également avec les petites plaquettes. Alors, moi je me dis, à quand il était une fois la vie pour nous expliquer ce monde qui change aujourd'hui ? J'ai aussi rêvé devant Ulysse 31 et son odyssée à bord de son vaisseau Odysseus. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de participer à lancer une odyssée des temps modernes qui nous mène tous vers la connaissance du monde qui nous entoure et de ses enjeux. Alors, ça va être compliqué, ça va être un chemin parsemé d'embûches et d'obstacles. C'est pourquoi ça s'appelle une odyssée. Mais en tout cas, moi, j'y crois. Donc, j'ai une partie de moi, c'est vraiment, je l'ai représenté par cette tête d'Ulysse. Ensuite, pour construire un récit collectif, cela nécessite de créer du lien entre les gens. Moi, je suis fils unique. Donc, de tout temps, en fait, j'ai eu envie de créer du lien, de lancer une dynamique collective. En plus, pour l'anecdote, il se trouve que j'ai été, pendant quelques années, postier. J'ai travaillé pour cette vénérable maison qui a justement été créée pour faciliter les échanges entre les gens. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué, donc j'en fais une partie de mon corps. Ensuite, justement, pour raconter ce récit collectif, il faut jouer collectif. Il faut jouer à la nantaise. On est à Nantes, ça fait référence à un club de foot, le FC Nantes Atlantique, qui a été 8 fois champion de France, 2 fois plus que le PSG. Et oui, pourquoi ? Mais pourquoi ça ? Parce qu'ils ont su miser sur le talent de la jeunesse et de son jeu collectif bien plus que sur le talent des individualités. J'ai été formé au FC Nantes Atlantique, j'y ai joué entre 11 ans et 16 ans. Je sais ce que c'est que le jeu à la nantaise et je pense avoir beaucoup plus appris sur les terrains de foot qu'à l'école. Voilà, donc je l'ai représenté comme une partie de mon corps. Donc vous l'avez compris, j'ai un but, moi, c'est d'aider à construire cette nouvelle histoire collective des temps modernes qui nous mène vers un monde nouveau et rapidement. Mais comme pour toute histoire, il faut un contenu dans un premier temps. Et sur ce point, pas de problème, c'est l'abondance. Il y a partout sur la planète des initiatives qui montrent que le changement a déjà commencé. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Vorarlberg en Autriche, 350 000 personnes, c'était il y a 30 ans l'un des landes les plus pauvres en Autriche. Bien là, tout le monde est en train de se mettre en mouvement et il vise l'autonomie
énergétique du territoire à 100% le plus vite possible. Grâce à quoi? Grâce à une gestion et une exploitation intelligente des ressources et des compétences de leur territoire. Alors plus proche de nous, je vous donne un exemple. À Locminé, en Bretagne, 4000 habitants, pareil, ils ont un projet d'autonomie énergétique du territoire. Alors c'est basé sur la valorisation des matières organiques dans le but de générer du biocarburant GNV, de la chaleur, de l'électricité, du fertilisant. Dans 1 ou 2 ans, ils vont avoir 4 km² de zones complètement décarbonées à 100%, indépendantes des énergies fossiles. Ils s'y mettent tous et ils vont arriver au fait de se passer de pétrole nucléaire peut-être bien plus vite que ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'ils s'y mettent tous ensemble. Donc vous voyez bien, là je vous ai raconté 2 histoires, tout à l'heure on en a vu d'autres, mais il y a quand même des belles histoires à raconter autour de ce type de projet qui préfigure demain et qu'il faut du coup aider à se développer. Et justement, qui pourrait les aider? C'est là que j'en viens à ce qui m'intéresse de partager avec vous. Il faut une grande énergie, et l'énergie de la jeunesse est absolument fondamentale. Pour moi, la clé, c'est de remettre la jeunesse, à commencer par vous, les étudiants, au centre des enjeux de la société pour construire le monde de demain. Moi, c'est ma bataille de tous les jours, mon Graal, et comme vous l'avez compris, mon odyssée. Alors, ça a déjà commencé. Je vous donne un exemple, le projet Delta Green qui vise à faire sortir de terre un projet autonome en énergie tous usages, et que ce soit carrément désaccordé du réseau électrique. En fait, depuis la rentrée, un acteur économique a décidé de s'appuyer sur les étudiants, sur leur faculté de générer des bonnes idées pour avancer, quitte à remettre en question le projet qu'avait imaginé l'architecte. Donc là, c'est 120 étudiants nantais, issus de 5 écoles, l'IUT, Design, Polytech, École du Bois, l'ICAM, pas encore centrale, mais c'est ouvert, et qui se mobilisent dans le cadre de leurs cours, et c'est ça qui est intéressant, dans le cadre de leurs cours, sur des thèmes comme le stockage d'énergie, l'intégration des matériaux composites et biosourcés, sur l'autonomie en eau, les usages du bâtiment, avec donc l'objectif de générer des bonnes idées. Et là, donc, il y a vraiment le soutien à fond du porteur de projet qui dit allez-y. Et là, la semaine prochaine, on va challenger 30 étudiants de l'école du bois qui vont essayer de proposer une alternative bois-béton, alors qu'à la base, l'architecte, il l'a imaginé 100% béton. On va voir ce qui va en ressortir et on va voir si ça va remettre en cause le projet. Deuxième exemple, intéressant, dans le cadre d'une opération qui a été lancée qui s'appelle Transition positive sur les enjeux de l'alimentation, l'année dernière, une centaine d'étudiants en communication sont penchés sur comment on accélère le changement de comportement au niveau de la production, de la consommation, de la gestion des déchets. Il en est ressorti 13 projets, dont un sur les jardins partagés. C'est pas quelque chose de nouveau, les jardins partagés. Par contre, il y avait peut-être une idée peu nouvelle, notamment au niveau de la communication action, à proposer. Ils sont allés voir une école primaire qui s'appelle l'école Léon Blum, pas loin de l'hôtel de ville à Nantes. Ils leur ont demandé de dessiner des dessins des fruits et légumes qu'ils voudraient dans le jardin partagé. Les enfants ont dessiné, ils ont pris, les étudiants, les dessins, sont allés dans la cour de l'hôtel de ville, ont mis ça sur la pelouse, on en fait une affiche, un slogan, ont communiqué, c'est des communicants, ils ont même fait quelques plateaux de télé locale, et puis depuis, on est en train de réfléchir à la mise en œuvre de ce jardin partagé. Alors, on va voir si ça se fait ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, ensuite, qui sait jusqu'où ça arrivera. Et les jardins partagés, comme je vous le dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des associations qui bougent et qui font du super boulot depuis 30 ou 40 ans, mais par contre, pour avancer, il leur manquait peut-être un peu de folie et puis peut-être juste une idée. On va voir jusqu'où ça va. Est-ce que ça ira jusqu'à l'exemple de la ville de Todmorden, qui est 15 000 habitants en Angleterre, où les espaces publics ont été complètement métamorphosés par les habitants, eux-mêmes en une multitude de jardins potagers. Là, on en voit un devant la police station, dans un principe d'entraide et de partage. Aujourd'hui, ils sont presque à l'autosuffisance alimentaire. C'est hyper intéressant de voir ça. Donc, c'est un peu ce genre de projet que nous accompagnons dans le cadre de notre association, qui, voilà, il y a le terme Odyssée qui revient, Open Odyssey. Et ce qu'on expérimente depuis 3 ans, c'est de mobiliser l'intelligence collective étudiante dans le cadre des cours pour booster les projets qui font sens pour le monde de demain. Et ça marche. En tout cas, vu de notre côté, ça marche. Alors pourquoi? Selon nous. Premièrement, parce qu'avec les écoles avec lesquelles on avance, on est sur une pédagogie
qui est active plus que transmissive. On a parlé tout à l'heure de design thinking, on est complètement là-dedans. Et là, comme vous le voyez, on se met plutôt aux côtés des étudiants. On est positif, c'est hyper important. On leur dit que tout est possible, que vous pouvez faire les choses. Et on leur fait confiance. Et on voit le verre à moitié plein. À combien de soutenances j'ai assisté où les enseignants pointaient toujours le mal plutôt que le bien. Et puis, ça marche aussi parce qu'il faut leur laisser le temps de s'y atteler. Changer le monde, ça prend du temps. Les étudiants, ça a des cours pendant la journée, enfin, je crois. Alors, est-ce illusoire de penser qu'on pourrait utiliser le temps de cours pour permettre à tous les étudiants d'appliquer leurs compétences sur des projets qui changent le monde et pas seulement à quelques promos ou quelques groupes d'étudiants? Et pour que ça marche, il faut qu'on arrête de parler au nom de la jeunesse. Arrêtons de parler à leur place. Les jeunes ceci, les jeunes cela, mais qu'est-ce que les jeunes pensent vraiment? Donnons-leur la parole. Nous, c'est ce qu'on fait et c'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer. Et au final, ce que je vous propose, c'est de hacker l'école. Alors attention, pas pour la faire disparaître. Hacker dans le sens de faire autrement, faire plus avec moins de moyens. Moins de ressources financières, mais plus de ressources en neurones. Qu'est-ce que les clés pour hacker efficacement, selon nous? Donc comme vous l'avez vu, c'est donc dire aux étudiants que tout est possible, qu'on est en période de crise certes, mais que c'est une grande opportunité pour changer le monde. C'est dire aussi aux étudiants qu'ils ont des pouvoirs, voire des super pouvoirs de changer la donne. Ils sont un peu les héros, pour nous, des temps modernes qu'il faut absolument écouter pour changer. Ils doivent nous montrer la voie. C'est aussi les faire travailler sur des projets qui vont produire les emplois de demain. Leurs emplois, vos emplois. C'est pour ça que ça a du sens et que ça avance. Tout simplement, c'est des fois organiser des soutenances en présence des acteurs concernés, pas simplement devant un ou deux profs. Combien de rapports d'étudiants hyper intéressants sont restés sur les étagères ou dans les placards des écoles alors qu'ils renferment peut-être des idées pour créer de l'emploi? Moi, c'est ça qui me taraude. Finalement, c'est aussi croire dans le potentiel d'innovation et de créativité des étudiants qui est actuellement, comme on le disait tout à l'heure, complètement sous-exploité. Qu'est-ce qu'on attend? Là, on est à Nantes, il y a quoi? 40 000 50 000 étudiants? Est-ce qu'il serait possible de les mobiliser, 50 000 étudiants, dans leur cadre de leur cours, donc avec des notes, c'est important, autour des enjeux de demain? Les défis sont énormes à relever, on ne peut plus attendre, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc vous l'avez maintenant compris et vous en êtes convaincu, j'en suis sûr. Il est vital de davantage miser sur l'énergie de la jeunesse. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors moi, dans ce contexte-là, comme on n'a pas le choix, je dis tapis. Allons-y, misons sur la jeunesse. Je remercie mon ami Éric Grelet pour les illustrations et les dessins. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que, avec moi, vous avez envie de dire tapis? Je vous remercie de votre attention.